D'accord. Et puis le lendemain, il avait des manifestations, puis finalement il fait un accord disant que d'ailleurs modifier la Constitution dans les 48 heures, qui était illégal. Enfin, il a fait plein de concessions, et le lendemain, il s'enfuyait, quoi. Il était obligé, et à mon avis, il était obligé de fuir pour sauver sa vie. Donc, je veux dire, ils ont vraiment mis le paquet. Je ne dis pas que c'est que les Américains, il y a beaucoup de forces locales qui ne voulaient pas lui, avec des forces pro-européennes, c'est-à-dire l'ouest de l'Ukraine, mais n'empêche, ce genre de truc pourrait se passer dans un pays européen s'il était le seul à sortir. Donc il est très possible qu'il y ait une dissolution, que la solution c'est une dissolution concertée de l'Europe, enfin ou de l'euro en tout cas, pour commencer, peut-être de l'Europe, mais que évidemment ça se fasse pas simplement un pays qui dit voilà moi je m'en vais, au revoir. Si un pays, non mais tu vois c'est différent de renégocier, tu pourrais te rendre compte, il pourrait y avoir des forces dans différents pays, mais non mais attends parce que l'UPR n'est pas encore au pouvoir, hein, donc tout ça va prendre beaucoup de temps. Et donc si tu veux tu peux très bien imaginer une dynamique où effectivement suffisamment de pays européens décide de dissoudre ou tu vois, si le pouvoir, c'est comme la monarchie, chez nous on a un roi mais il n'y a pas de pouvoir, tu peux négocier, on n'a jamais aboli la monarchie mais elle n'a plus beaucoup de pouvoir, tu comprends? Oui. Je veux dire, il y en avait au 19e siècle, on en avait plus, et puis évidemment avant il y en avait encore plus. Donc si tu veux, tu peux imaginer une transition où ça devient une coquille vide, je ne sais pas. Je sais pas, je ne veux pas, mais je pense pas, tu vois, je pense pas que tu peux dire niet à l'Europe, un pays en sort sans être dans une situation quasiment révolutionnaire, c'est-à-dire que tu auras un effondrement de la monnaie, on ne va pas suivre les lois du marché, il y aura des attaques spéculatives contre la nouvelle monnaie. On peut s'en prémunir, tout ça, c'est des risques à envisager. Écoute, moi j'ai connu la période Mitterrand, on a vu ce qui s'est passé en 80-83. Hein. 80-83, si tu veux, il y a eu une politique alternative. Oui. De gauche, on va dire, oui, enfin, alternative, mais qui n'a pas eu la possibilité, tu vois, ces politiques alternatives, si elles marchent sur le long terme. Elles ont marché sur le long terme en Suède, elles ont marché en Autriche, elles ont marché en Grande-Bretagne, etc. Parce que ces pays ont eu... après la guerre, après 45. Oui, mais je parle de la période social-démocrate, si tu veux. Il y a eu des périodes où il y a eu la croissance, il y a eu la démocratisation de l'enseignement, oui. Ou même, si tu veux, avec ça, en France, c'est un peu vidéo et débat, mais il y a eu ça un peu après la guerre aussi, une politique différente. Mais si tu as cette politique, il faut du temps. Or, Mitterrand, qui était sincère au passage, j'en sais rien, mais il n'y a pas eu beaucoup de temps. Il y a eu rapidement des problèmes monétaires, des problèmes de déficit, et on a changé de politique. Et c'est pas du tout évident que si un pays sortait de l'Europe, il était mis sous la pression que d'autres pays ou des spéculateurs étrangers ou des autres États organiseraient, ce pays pourrait résister très longtemps. Il est très possible qu'il rentre au bercail parce que la population ne veut pas accepter l'inflation, ne veut pas accepter... cette situation est très très compliquée. Hein. Je veux dire, c'est pas un truc où on va dire, voilà, c'est comme tu vas à la banque, tu dis, voilà, j'avais déposé 1 000 € sur mon compte, je voudrais les retirer. Non, c'est pas aussi simple que ça, quoi. Ouais, mais parce que là, voilà, regarde, je pense tout de suite, il y a une remarque, voilà, c'est Jacques qui dit... ouais, mais là, on passe, il y a eu le TSCG, et là, on passe au TAFTA. Et c'est vrai, c'est-à-dire une fois qu'on sera dans le TAFTA, on sera foutu, j'ai envie de dire, c'est terminé. C'est-à-dire que si on les laisse là actuellement... Ah, mais je ne dis pas qu'il faut les laisser. Non, mais moi je ne dis pas qu'il faut les laisser. Je dis simplement que leur système est suffisamment bien fait pour que ce ne soit pas très facile d'en sortir, c'est différent. C'est un peu comme l'Union soviétique. Si tu prends l'Union soviétique, après tout, tous les pays qui sont sortis... Ils se sont effondrés, ça c'est... Ils se sont effondrés. Et donc... Oui, mais nous, regarde, clairement, les pays, c'est vrai que l'Union soviétique s'est effondrée. Non, mais les pays qui en sont sortis, comme l'Ukraine, par exemple, ils ont eu des baisses de pouvoir d'achat de 60% dans les années 90. Clairement, la France, on est mieux doté que l'Ukraine quand l'Ukraine... Oui, bien sûr, il y a beaucoup de richesses accumulées, ça c'est vrai. Mais la question c'est relative, hein. Je suis pas sûr que si tu fais baisser le niveau de vie des Français de 20%, ça va... Oui, mais de toute façon, il baissera de 20%. En fait, oui, mais il peut baisser très lentement. J'ai envie de te dire, là, c'est le poison tout de suite dans 5 ans, quoi. Il peut baisser lentement ou il peut baisser rapidement. Hein. Et le problème, tu vois, c'est que pour moi, fondamentalement, le problème n'est pas là. Le problème, c'est que nous sommes mis dans une situation où, si tu veux, nous sommes dépendants du reste du monde. Je voudrais dire que nous sommes plus dépendants qu'à l'époque coloniale du reste du monde, mais nous ne contrôlons plus le reste du monde. C'est-à-dire, on fait fabriquer des trucs en Chine bon marché, tu vois. On dépend évidemment du Moyen-Orient pour les importations de pétrole. Et
comme on a encore un rapport monétaire relativement favorable, on a l'impression que tout va bien, j'achète mes vêtements fabriqués en Chine ou je ne sais pas où, et tout le monde fait ça. On achète des ustensiles, les appareils, les TV, enfin de plus en plus de trucs sont fabriqués dans les pays à bas salaire. Mais évidemment, ça déforce notre industrie et de plus en plus. Tout le monde constate ça, c'est ce que dit Asselineau, c'est une des raisons pour lesquelles il est contre le libre-échange tel qu'il est poussé par l'Union européenne. On est d'accord avec ça. Bon, on est d'accord avec ça. Et je partage. Mais, oui, on est d'accord. Mais le problème, c'est qu'évidemment, imagine que tu dis, bon, maintenant, on ne va plus importer tous ces trucs-là, on va fabriquer ici, on va le fabriquer avec des salaires normaux et patati patata, donc tu as une inflation énorme. Et ça, c'est pas très facile. C'est de nouveau la question de descendre en degré d'alcool. C'est pas très facile de se sevrer nous-mêmes de l'avantage. On relocalise. Oui, bien après sûr. avoir délocalisé, on veut bien relocaliser. Oui, mais moi je suis pour ça, mais seulement le coût sera élevé et il faudrait une population qui soit consciente et préparée à payer ce coût parce qu'il y a des tas de gens dans la population qui ont encore des emplois, qui ont par conséquent de l'argent, ou qui ont de l'argent accumulé, etc. Et ils ne demandent pas mieux d'acheter des écrans plats fabriqués en Asie, ou des fringues, ou je ne sais pas quoi, fabriqués en Asie. Et donc tu as un conflit avec ces gens-là, et il faudrait bien se rendre compte que ces gens-là ont plus d'un tour dans leur sac pour maintenir le statu quo ou faire saboter un changement. Et le changement devrait être non seulement, si tu veux, de sortir de l'Union européenne, si c'est ça la solution, la seule solution, mais plus fondamentalement, effectivement, de produire, si tu veux. Tu vois, comment dirais-je, moi je résume le problème comme ça. Une époque, quand on a voulu limiter les importations de textiles chinois, ce qu'on n'a finalement pas fait, je crois, les Chinois ont dit, nous devons faire 800 millions de chemises pour acheter un Airbus. Ça donne une idée des termes de l'échange. Donc nous sommes dans une situation très favorable. Mais la question que je pose toujours, c'est quand eux fabriquons des Airbus, qui va fabriquer nos chemises? Alors on me dit parfois ils ne fabriqueront pas d'Airbus, mais ça c'est de la folie. Évidemment, ils en fabriquent déjà. Et ils vont en fabriquer de meilleurs. Ils ont des centaines de milliers d'ingénieurs, etc., qui sortent de leurs universités. Ils ont probablement un système d'enseignement plus efficace que le nôtre. Et ils ont, surtout sur le plan scientifique, et c'est évident qu'ils vont nous rattraper à la fois, ils auront un jour à la fois l'avantage sur la technologie et l'avantage des bas salaires. Et alors, je ne sais pas ce qu'on va faire, si c'est en leur vendant du vin de Bordeaux, de l'eau de Vichy et du Roquefort, qu'on va acheter des produits chinois, je ne sais pas comment on va faire. Il faudrait trouver des snobs en Chine qui veulent bien acheter ce genre de produits, mais je veux dire, c'est ça, c'est comme ça que je vois la crise. Tu vois, c'est que l'Occident s'est toujours développé. Je ne veux pas réduire le développement de l'Occident au pillage colonial, etc., ça c'est simpliste. Mais il s'est toujours développé avec un arrière-monde, si tu veux, qui lui permettait de résoudre certains problèmes. Par exemple, l'immigration, on envoyait des gens en Amérique, etc., en Australie, bon. Tu as eu évidemment toujours des matières premières qui sont venues. Et puis après, tu as eu le pétrole, et puis tu as eu des travailleurs immigrés, puis maintenant tu as les produits bon marché, etc. Donc tu as toujours eu un développement, si tu veux, qui s'est fait dans un rapport inégal, comme on appelle ça l'échange inégal, avec le reste du monde. Et pour moi, ce truc n'est pas, bien sûr, il y a eu beaucoup de dynamique interne, il y a eu des innovations scientifiques, technologiques. Je ne veux pas réduire, je veux pas avoir une vue simpliste d'un Occident qui vit du pillage du tiers-monde, ça c'est trop simple. Mais cet interland, cet arrière-monde a toujours existé, et la différence avec le passé, c'est que nous ne contrôlons plus. Les Américains ne contrôlent rien, ils vont peut-être foutre le bordel en Ukraine, mais ils ne vont pas gagner. Donc, si tu veux, je veux dire, vis-à-vis des Chinois, ils ne vont pas gagner. Donc, si tu veux, il y a un problème, c'est que il y a un déclin, au XXe siècle, il y a eu un déclin relatif de la position de l'Occident. Et ça, c'est pour moi, le fond du problème, c'est beaucoup plus important encore que le problème de l'Europe. Maintenant, je suis d'accord que l'Europe n'arrange rien, mais non, mais tu dois faire une analyse de classe de l'Europe. L'Europe, évidemment, marche pour les gens qui veulent justement vivre de ces importations et qui, tant qu'ils ont des capitaux. Tu vois, par exemple, il y avait un type qui s'appelait Hobson qui a écrit un livre en 1903, c'était un Anglais, il était tout à fait lucide là-dessus. Lénine le cite dans l'impérialisme, le stade suprême du capitalisme, mais moi j'ai regardé la source, Hobson montre ça très clairement, il dit un jour viendra, il dit c'est déjà en train de se faire, où il y aura des détenteurs de capitaux, des gens qui vivront de coupons, comme il disait, de coupons sur les actions, et qui feront travailler les Chinois, grosso modo, importeront les biens ici, et il n'y aura plus ici que des gens qui travailleront dans ce qu'on appelle maintenant les services. Et il avait prévu ça en 1903. Et donc, c'est un peu ce qui se passe. Mais alors, évidemment, il dit alors, il y aura un parasitisme occidental, c'est-à-dire on ne produira plus rien, enfin, c'est un peu exagéré, mais on ne produira plus rien, on ne fera que de vivre des tribus venant d'Asie et d'Afrique. Tu vois ? Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'est la décolonisation, c'est-à-dire que cette partie du monde n'est plus sous notre contrôle.
Et les Chinois ne fabriquent pas des chemises bon marché pour nous faire plaisir. Ils font ça parce qu'ils veulent nous rattraper. Oui, mais ce que tu dis justement, c'est plus un contrôle. Justement, est-ce que c'est pas une campagne de recolonisation qu'ils sont en train de faire avec les guerres en Libye, de réoccuper, d'essayer d'aller prendre la Syrie, d'occuper l'Irak, d'occuper l'Afghanistan, ils échouent partout. Ils échouent. Mais je ne sais pas ce qu'ils essayent de faire, ça je ne suis pas nécessairement convaincu qu'ils ont une idée claire de ce qu'ils font, mais c'est évident qu'ils échouent. Ils attaquent les pays en tout cas. Oui, ça c'est vrai, mais ils ont foutu le bordel en Libye, ça ne leur rapporte pas grand-chose. En Irak, les Chinois forent le pétrole irakien autant que les Américains, et ils n'ont pas dépensé un copec pour faire la guerre en Irak. Les Américains ont peut-être dépensé 3 000 milliards de dollars. Donc si tu veux, en termes économiques, c'est de la folie furieuse cette histoire. Ça ne sert à rien, ça ne fait que les affaiblir encore plus. Et en plus, cet argent qu'ils dépensent, il ne faut pas oublier que les Américains ils disent voilà, on va donner de l'argent aux Ukrainiens, tout ça. Mais tout l'argent qu'ils dépensent d'une certaine façon, tu peux dire qu'il est emprunté aux Chinois, puisqu'ils sont en déficit constant vis-à-vis de la Chine. Et donc, si les Chinois fermaient le robinet, les Américains n'auraient plus d'argent pour dépenser. Et ils devraient l'imprimer. Il paraît que les Américains aussi, eux, ont robiné du pétrole sur les Chinois. Il paraît qu'ils se tiennent comme ça aussi. Les Chinois ont des Parce qu'ils pourraient, paraît-il, fermer le robinet du pétrole et la Chine, c'est terminé, ils n'ont plus de pétrole. Moi, il paraît, moi je voudrais bien voir comment ils vont faire, parce qu'ils ont des accords avec les Russes, ils ont des accords avec des pays. Mais ils ont des accords avec l'Irak, par exemple. En Irak, les Chinois, pour autant que je sache, ont des contrats pétroliers en Irak. Alors ils ont des contrats qu'ils n'auraient peut-être pas eu, ou qu'ils auraient peut-être eu plus difficilement à l'époque de Saddam, mais ils n'ont pas dépensé un centime. Alors je vois pas où était l'intérêt des Américains dans cette guerre. En tout cas, le résultat, peut-être qu'ils avaient les buts, ça. Ils entourent l'Iran, ils entourent l'Iran, mais l'Iran fait du commerce avec la Chine. Et donc ils n'entourent pas l'Iran. Il y a la Russie de l'autre côté, il n'y a pas. Ils n'entourent pas. Ils ont des bases au Qatar, ils ont des bases, ça c'est autre chose. Oui, ils ont des bases, mais à quoi servent leurs bases, tu vois? Je veux dire, c'est leur base, à moins d'aller jusqu'à la guerre. Azerbaïdjan, ils sont partout. Ça c'est vrai. Mais tu dois aussi te rendre compte que les bases, c'est un peu une arnaque de l'armée qui dit oui, on doit protéger, on doit avoir des bases, etc. Puis après, ils jouent au golf sur leurs bases et ils font rien. Ils ne font pas nécessairement la guerre tout le temps. Et ces bases... Du renseignement aussi. Ça sert quand même. Qu'est-ce qu'ils font avec leur renseignement? Regarde, récemment, j'ai écouté une conférence d'un type qui est un spécialiste de l'informatique, de la cryptographie. Et ça a été une affaire un peu célèbre en Belgique parce que son ordinateur a été hacké, ou je ne sais pas comment il faut dire, espionné par la NSA. Oui. Mais il expliquait comment ça fonctionne. Ils récoltent des données, tout ce qu'on raconte, là, ils récoltent. Mais après, ils doivent le supprimer parce qu'ils ont trop de données. Et même eux ne peuvent pas stocker toutes les données qu'ils ont. Et de toute façon, qu'est-ce que tu vas faire avec ces données? Tu dois tout analyser, et tu peux analyser avec les ordinateurs, mais si un type envoie un message à quelqu'un, il dit cette fille c'est une vraie bombe, mot bombe, mais après tu dois quand même regarder le message pour voir ce que ça veut dire. Je veux dire, tu comprends? Le fait que j'ai dit ça, il peut aussi noter, mais ça, tu vois, je veux dire, il y a un moment donné un être humain qui doit regarder ces données. Mais ils ont telle masse de données qu'à mon avis, ça ne leur sert pas à grand-chose. Il y a entre 50 ou je ne sais pas, politiciens allemands qui sont espionnés, ça c'est vrai, et alors ils espionnent une personne après l'autre. Ça, ils peuvent encore surveiller, mais je veux dire, cette idée qu'il y a un espionnage généralisé, c'est vrai. C'est vrai. Non, c'est tout à fait vrai, mais c'est pas clair que ça leur sert à grand-chose, tu vois. Voilà, Indect, au niveau de l'Union européenne, ils dépensent des millions pour mettre ça en route. Snowden l'a confirmé. Oui, mais tu ne dois pas oublier une chose, et ça, c'est ce qu'on oublie souvent, c'est que dans ces systèmes-là, moi je connais ça bien, parce que j'étais dans la recherche, tu as aussi des tas de gens qui disent, voilà, on est utile à ça, on veut de l'argent pour faire ça, pour défendre le pays, pour faire ci et ça, et ils le font pour leur intérêt à eux, mais l'intérêt du pays, même du point de vue de l'hégémonie, de l'espionnage, etc., peut être discutable, mais les bureaucraties peuvent prétendre qu'elles sont utiles, avoir de l'argent qui vont vers elles, et ça c'est quelque chose qu'on oublie quand on pense que tout est bien coordonné, que tout est bien pensé, etc. Je pense que les gens tirent, y compris les bureaucraties militaires, le complexe militaro-industriel dont parlait Eisenhower, sont des gens qui tirent la couverture à eux, mais qui ne sont pas réellement utiles à la défense nationale, enfin ce qu'ils appellent la défense, ou si tu veux, l'attaque. Les Américains, pour moi les Américains manquent, si tu veux, de véritable tactique, ils manquent de compréhension du monde, ils ont la force brutale jusqu'à un certain point, mais c'est pas comme ça que tu domines le monde. Hein. Et donc je pense que l'idée d'une recolonisation du monde, ça c'est... Oui, je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens qui rêvent de faire ça, mais ils perdent l'Amérique latine.
Ils sont en train de s'aligner les Allemands. Avec l'histoire de l'Ukraine, il y a plein de gens en Allemagne qui ne sont pas contents. Le grand capital allemand n'est pas content. Je veux dire, comme a dit quelqu'un sur Diana Johnson dans le Grand Soir, l'ironie ultime, c'est qu'ils perdent l'Allemagne, ils gagnent l'Ukraine. Alors l'Ukraine, ils vont devoir la soutenir économiquement. Donc, si tu veux, ce n'est pas intelligent dans le monde arabo-musulman. Ils sont mis tout le monde sur le dos avec leur soutien à Israël. Donc, je veux dire, il me semble, en Asie, ils ont le Japon, ils ont peut-être... mais j'ai le plus grand doute qu'au-delà du Japon, ils ont beaucoup d'alliés en Asie. Et la Chine, évidemment, est contre, et la Chine est beaucoup plus influente en Asie que les Américains. Il y a juste le Japon, dans la mesure où il y a encore une droite japonaise, anti-chinoise, etc., qui va être pro-américaine, mais je ne sais pas si ça va durer non plus. Et c'est pas l'intérêt des Japonais non plus de se disputer avec les Chinois. Donc, moi, je pense qu'ils sont vraiment perdants sur toute la ligne. Hein. Et donc, je pense que... Mais nous, évidemment, nous, Européens, nous devons poser la question. Parce que nous avons perdu le leadership du monde avec la décolonisation et le transfert du centre, on va vers les États-Unis après la guerre. Mais d'un autre côté, on reste dans une position de force sur le plan économique parce qu'on est, d'une certaine façon, on a encore une certaine importance économique, mais plus on se désindustrialise, plus les industries partent à l'étranger, plus on dépend d'importations venant du reste du monde, plus on a une situation de faiblesse sur le plan économique. Et c'est ça ce qui me paraît être la racine de notre problème. D'accord, on va faire une petite pause parce que c'est l'heure, et puis on revient juste après. Alors je ne sais pas si l'interview de Messan elle est prête, non pas tout à fait. Donc voilà, il y aura une petite interview de Messan, mais voilà, on verra après, on vous en parle de toute façon. En tout cas, c'est la libre antenne, vous restez connectés à vous, la régie. Voilà, de retour donc après ces images donc on vous a présenté, c'est la première partie du reportage de Méta TV concernant donc cette audience de François d'Angléan, donc l'avocat de Jules Corbeau, de Dieudonné, etc., qui était absolument surréaliste. On n'avait jamais vu ça en France. Enfin, ces images vont beaucoup faire parler, à mon avis. On va, tu les as pas encore vues, mais quand tu les verras, tu vas comprendre pourquoi je dis ça. Okay. Tu comprendras tout à fait. Et là, d'ailleurs, j'en profite aussi. Ah oui, une autre information, parce que normalement, on devait passer une interview de Thierry Messan. Il y a eu un problème de son, donc on ne sera pas en mesure de vous la passer ce soir. Il y a eu un problème avec la piste son de l'interview. Voilà, donc désolé, on ne pourra pas passer cette interview, et j'en profite pour faire passer un message, puisqu'il y a une manifestation demain, donc à 17h30 devant l'école militaire, en l'occasion de l'amitié franco-russe. Voilà, donc pour arrêter ces guéguerres avec les Russes, en tout cas la guerre qu'on veut mener en ce moment contre les Russes, en faisant croire que les Russes seraient nos ennemis. En tout cas, donc demain, 17h30, une grande manifestation de solidarité pour les Russes devant l'école militaire. Voilà. Le message est passé. On revient avec Jean Bricmont. Il y a beaucoup de choses. Qui organise des manifestations ? Alors, apparemment, il y a plusieurs cercles. Donc, j'ai oublié, il y a le cercle franco-russe, voilà, le cercle d'amitié franco-russe. Il y a d'autres organisations. Donc, moi, c'est Alain Benajam qui m'a informé de la manifestation. Voilà. Et pourquoi devant l'école militaire ? Alors ça, je ne sais pas. Mais il me semble que c'est parce que c'est pas loin de... C'est parce que le 9 mai correspond donc aux commémorations de la Seconde Guerre mondiale et à la victoire pour les Russes. Et donc c'est à cette occasion, alors pourquoi devant l'école militaire, je ne saurais pas répondre. La dernière fois que j'étais à une manifestation, c'était aussi devant l'école militaire, c'était pour le Congo. Alors il faut croire que c'est un endroit où on nous laisse manifester devant l'école militaire. C'est un peu bizarre, je ne sais pas. Alors il y a une question qui est revenue souvent sur le chat, c'est vrai, c'est toi tu penses quoi des idées de Étienne Chouard, c'est-à-dire de cette démocratie représentative avec le tirage au sort? Écoute, moi je ne veux pas trop rentrer dans la polémique là-dessus, mais disons, ça me paraît de nouveau, c'est comme la sortie de l'Union européenne, il n'y a pas de solution miracle, tu vois. Et je pense que cette idée va tellement contre nos traditions. C'est vrai qu'elle a fonctionné en Grèce, il y a beaucoup de choses qui ont existé dans le passé, mais je veux dire, il me semble qu'on pourrait corriger les défauts des institutions démocratiques tout en maintenant le vote, quoi. C'est-à-dire peut-être... je veux dire, il y a des tas de votes qui se font, je suis sûr qu'entre vous votez, je veux dire, tu vois, la pratique du vote est très répandue dans notre société, à toutes sortes de niveaux. Il n'y a pas que le vote pour les parlements, qui effectivement, surtout maintenant avec le Parlement européen qui n'a pas beaucoup de pouvoir et la Commission qui en a beaucoup, etc., tend à devenir de moins en moins significatif.
mais tu peux obtenir des victoires par le vote. Je veux dire, si tu vas voir le film, par exemple, L'Esprit de 45 de Ken Loach, qui est un très bon film, il montre les transformations qu'il y a eu en Grande-Bretagne après les élections qui ont porté au pouvoir les travaillistes en 45. Et je pense qu'il y a eu des transformations significatives, comme il y en a eu avec le Front populaire, comme il y a eu après la guerre, etc. Et donc moi, je ne suis pas absolument convaincu que la solution soit le tirage au sort. Tu vois. Et en plus, je pense que c'est un peu... Bon, peut-être que tout le monde sera convaincu par le tirage au sort demain, mais j'ai l'impression que c'est loin d'être le cas et que c'est pas la priorité d'essayer de mettre ça en avant comme... Mais ces idées, elles avancent, hein, parce que quand même, Chouard, il n'y a pas longtemps, ça, c'est encore vrai, quelques années, mais on entendait... Ça, c'est vrai. Mais tu vois, quand j'entends ça, c'est comme quand j'ai entendu Dieudonné dire qu'il y a une révolution en marche et que Laurent Louis va être élu, etc. J'ai déjà entendu ça, et j'ai entendu ça après... Il n'aimera pas la comparaison, après 68. Et après... Non, mais tu rigoles, mais tu n'as pas vécu cette période. Je veux dire, après 68, tout le monde... Je suis très critique, parce que j'ai l'impression que 68, c'est une escroquerie pour moi. C'est une révolution d'escrocs, presque une révolution colorée, hein, si j'ose dire. Non, mais ça, c'est pas vrai. Ça, il faut avoir vécu cette période pour se rendre compte que c'est pas vrai. Ce n'est pas que ça, en tout cas. Ce que, tu vois, c'est comme si tu disais... Je vais juger la révolution d'octobre en regardant l'Union soviétique en 1960, ou je vais regarder la révolution française en regardant la France sous Napoléon III. Je veux dire, ça c'est pas correct, c'est-à-dire qu'il y a un décalage dans le temps, il y a une institutionnalisation, c'est ce que j'explique dans le livre, sous Mitterrand, il y a eu l'institutionnalisation de mai 68, c'est-à-dire les rebelles de 68 se sont assagis, sont rentrés dans des trucs, ont créé des trucs comme Libération qui s'est transformé, etc., qui est devenu ce que c'est devenu, un journal finalement néoconservateur, etc. Mais c'est une erreur, je trouve, de dire, voilà, toute l'erreur venait de ce qui s'est passé à ce moment-là, où les gens, évidemment, ne prévoyaient pas ce qui allait suivre, ne le souhaitaient pas, tu vois. Même que Trotsky a participé à la révolution d'octobre, mais il ne souhaitait pas ce qui est arrivé après. Donc, si tu veux, tu dois... c'est pas que j'aime spécialement Trotsky, mais je veux dire, il n'a pas prévu Staline. Je veux dire, moi, je n'aime pas spécialement... C'est un agent britannique, Trotsky. Non, enfin, non. Ça, c'est n'importe quoi. Mais non, mais écoute... Tu trouves pas bizarre qu'il ait été hébergé avec des notes de frais de la fondation des Rockefeller quand il était dans son séjour à New York, une fois qu'il a échoué la première fois qu'il a voulu faire un coup d'État, qu'il est revenu ensuite en 17. Hein. Bon, on va pas discuter toutes ces histoires-là. Oui, ce sont des faits, ça. Les faits, on n'est pas tout à fait d'accord sur ce qui définit. Non, mais c'est vrai ce que je dis. Écoute, je n'ai jamais entendu dire ça. Il a vécu à New York. Après son premier coup d'État, il a vécu à New York à une certaine époque. Il connaissait même... Qui a payé sa note d'hôtel au Waldorf Astoria? Ça, j'en sais rien. Ah ben, oui, mais bon, il faudrait vérifier tout ça. Et moi, je ne suis pas historien pour ces questions on va dire, de détails, parce que c'est quand même un détail, savoir où il vivait, pourquoi. Mais tu vas dire que, je veux dire par là que, de toute façon, ça ne change rien au fait qu'il n'avait pas prévu ce qui allait se passer avec la révolution d'octobre. Donc, si tu veux, je veux dire par là qu'évidemment, en 68, on n'a jamais pensé que, par exemple, Libération, qui était le journal de Sartre, qui était un journal maoïste, etc., deviendrait ce qu'il est devenu aujourd'hui. On ne pouvait pas le prévoir, on ne le prévoyait pas. Alors, si tu veux, je comprends très bien que les gens aient une réaction anti-mai 68, mais à ce moment-là, on avait l'esprit d'une espèce de révolution mondiale. Il y avait la révolution culturelle en Chine, il y avait les contestations en Europe de l'Est, il y avait la décolonisation qui s'était plus ou moins achevée partout, il y avait la guerre du Vietnam, où les Vietnamiens résistaient aux Américains, il y avait toutes les guérillas en Amérique latine, etc. Si tu veux voir un film qui exprime bien cette période, c'est Le Fond de l'air est rouge de Chris Marker. C'est un très bon film. Vous pouvez le montrer sur Weta TV, qui montre, si tu veux, comment l'esprit de cette époque, que tout changeait. C'était pas juste en France, c'était au niveau mondial. Et qu'est-ce qui s'est passé? À part les dissidents en Europe de l'Est qui n'étaient pas du tout comme nous et qui ont gagné, la révolution culturelle a été un échec, les guerriers en Amérique latine ont été écrasés. C'est en fait des mouvements non... La libéralisation de la société, ça a fonctionné quand même sur l'Europe occidentale. Oui, mais ça, c'était une bonne chose, hein, à bien des égards. Tu aurais dû vivre... Non, mais tu dois voyager dans le temps et aller vivre dans les normes morales qu'il y avait dans les années 60 pour te rendre compte de la différence. Oui, mais j'ai l'impression que ça a ouvert la boîte de Pandore, parce qu'aujourd'hui, on est dans justement, ça, c'est tout mélangé. Tu vois, le problème, c'est que est-ce que tu veux vraiment vivre dans une société où la pilule est interdite, où l'avortement est interdit, où une femme doit demander l'autorisation de son mari pour travailler ou pour offrir un compte en banque, etc., etc. Ça, c'était la situation. Il faut se rappeler quelle était la situation et ce contre quoi les gens réagissaient à l'époque, sans parler de l'éducation, des écoles, etc. Et donc, si on veut revivre comme ça, on veut revivre comme ça. Mais il faut bien comprendre que les gens qui se sont battus à cette époque se sont battus, en tout cas en interne, contre cela,
Et en externe, il y avait quand même des mouvements, par exemple, contre la guerre du Vietnam, il y avait des mouvements de solidarité avec le tiers-monde, il y avait des mouvements, il y a des gens qui sont partis se battre avec les fédéines, d'autres sont partis en Amérique latine, etc. C'est pas du tout, c'est trop simple de tout ramener à Kouchner, VHL et comme vous dites, qui sont devenus ce qu'ils sont devenus. Mais moi, par exemple, je suis aussi de cette génération, je suis pas devenu comme ça. Il y a des tas de gens comme moi qui ne sont pas devenus comme ça. Donc, si tu veux, c'est trop simpliste. Non, mais attends, c'est trop simpliste de tout ramener à ça. Non, numéro un. Pas toi ça, mais je constate qu'en fait, que cette révolution, même mondiale, mais en tout cas ses effets, sur le monde occidental, sont vraiment visibles, quoi, quand même. Non, mais attends. Oui, ça c'est vrai. Il y a eu. Non, mais attends. Nous, on pense. Ce que je veux dire par comparaison avec Chouard ou Dieudonné, etc., c'est qu'il y avait ce sentiment de révolution. D'accord? Mais cette révolution, c'est vrai qu'elle a réussi dans le domaine des mœurs, on va dire. Dans certains domaines culturels, et à mon avis, c'était une assez bonne chose. Parce que tu devrais voir aussi en matière de racisme, tu devrais voir quelle était la situation à l'époque, etc., en matière de sexisme, mais je pense que des choses ont amélioré, se sont améliorées, et c'est globalement une bonne chose. Comment dirais-je, le problème, si tu veux, c'est que ce que je veux dire, c'est qu'il y avait une illusion de révolution plus globale, tu vois, une révolution qui toucherait pas seulement les mœurs, mais qui serait, je sais pas, voilà, tout va changer, etc. On avait cette illusion, et même en 81, quand Mitterrand a été élu, il y avait encore cette idée qu'on allait changer la vie, il y avait encore ces slogans qui étaient illusoires, mais qui existaient. Et je pense qu'on se fait beaucoup d'illusions, simplement en vivant dans certains milieux, c'est ça ce que je voulais dire, en rencontrant que des gens qui pensent comme soi, que la révolution est pour demain. La révolution n'est pas pour demain. D'abord, il n'y a jamais eu de révolution dans les pays démocratiques, donc ça c'est déjà une chose. Peut-être il y en aura un jour, mais dans les pays où il y a une démocratie formelle, appelons ça comme ça, les gens ne se révoltent pas. Ils se sont toujours révoltés dans des dictatures, ou dans des monarchies absolues, ou dans des choses comme ça. Quand tu regardes l'histoire, c'est comme ça. Tu peux dire la prise du pouvoir d'Hitler, bon, si on veut prendre ça comme exemple, c'était plus ou moins dans un cadre démocratique, mais c'était une démocratie très récente, très faible, etc. Et il y avait eu la guerre et tout ça. Et à moins d'événements de cette envergure-là, moi je ne vois pas comment on va faire une révolution dans un pays comme la France. Deuxièmement, à part la proposition de Chouard, je ne sais pas quelles sont les propositions, quel modèle de société on veut. Je ne vois strictement rien dans ce qui est la dissidence de modèle de société ou d'institution sur laquelle on va faire reposer cette autre société. Après la révolution, qu'est-ce qu'on va faire après la révolution? C'est très bien de dire qu'il y a une révolution. Il y a un climat de ras-le-bol chez certains. Mais dis-toi bien que s'il y avait par exemple des manifestations de type révolutionnaire, comme si on veut mai 68 a été, ou le 6 février 34 de l'autre côté, tu aurais une réaction massive de type conservateur, comme il y a eu en 68, puisqu'en juin, les gaullistes ont gagné des élections comme ils avaient jamais gagné avant, et les gens, malgré la grève générale, 10 millions de travailleurs en grève, le truc étudiant, etc., il y a eu un vote massif en faveur des gaullistes, parce que même 10 millions de gens, c'est encore une minorité en France. Et donc le PC n'a pas gagné, la gauche n'a pas gagné, ils ont perdu beaucoup de voix, et les gauchistes n'ont rien fait. Donc, au point de vue électoral. Donc, si tu veux, il ne faut pas se faire d'illusions en étant dans un certain milieu, de croire que tout le monde est prêt à faire la révolution. On verra les élections, mais moi je dis toujours, qui peut le plus, peut le moins, et les gens qui sont prêts à faire la révolution sont aussi prêts à mettre un bulletin dans l'urne. Et donc, s'il n'y a pas beaucoup de bulletins dans l'urne pour des mouvements genre distantitionnistes ou des trucs comme ça, on n'est pas non plus prêt à faire la révolution. Enfin, si c'est ça à quoi on pense, on verra. La révolution, est-ce que c'est pas parce qu'il y a une révolution? Et il peut y avoir une révolution comme il y a eu en 68 dans les mentalités, ça c'est vrai. Oui, c'est ça. Est-ce que cette révolution, c'est pas seulement les gens dans la rue? Est-ce que ça peut pas être une révolution sociale comme on est en train de vivre en ce moment, avec justement des initiatives de mouvements citoyens partout? Je veux dire, même l'existence même de notre média, nous on se considère comme un média citoyen pour ça, je suis d'accord. Mais tu vois, le problème, c'est quelle est la perspective qu'on donne. Moi, je suis tout à fait pour ça, évidemment, si tu me parles comme ça. Mais je sens des tendances, on va dire, qui ne vont pas tout à fait dans ce sens-là et qui vont pas toujours dans un sens que je souhaite. C'est-à-dire dans les médias, dans les trucs dits alternatifs. C'est-à-dire, tu trouves que c'est quoi c'est-à-dire que la tendance... parce que médias alternatifs, à la base, moi je pense qu'ils se créent sur le fait, et c'est un peu en plus ce que tu dénonces dans ton livre, c'est-à-dire le fait qu'il y ait des sujets tabous, des sujets interdits, des choses que lesquelles on ne peut plus débattre. Et ça, mais la plupart des gens, même voilà, tous ceux qui nous regardent ce soir, ils viennent justement ici parce que
il y a une liberté de ton qu'il n'y a plus ailleurs. Non, ça je suis d'accord. Ça je suis d'accord. Ça on est tout à fait d'accord là-dessus. Mais si on a, mais tu vois, je pense qu'il y a, à cause du fait que le discours dominant se présente comme progressiste, tu vois, il y a une réaction réactionnaire. Il y a des tendances à des réactions réactionnaires, tu vois, à une certaine idéalisation du passé. C'est pour ça que quand tu parles de mai 68, tu ne peux comprendre. 68, c'est 68 en France, hein, mais 68 c'est en France. Mais tu as eu un mouvement, et là je ne parle pas des dissidents dans les pays de l'Est, qui était une autre histoire, ni de la révolution culturelle, qui était aussi une autre histoire. On croyait que tout était lié, mais tout n'était pas lié. Mais en Occident, il y a eu des mouvements, si tu veux, effectivement, de libération par rapport à la domination de l'Église dans certains pays comme l'Italie ou la Belgique, etc. Et par rapport à la question des mœurs, etc. Et aussi le statut de la femme. Bon, et ça, il n'y a rien. Et aussi du racisme. Moi, j'étais dans une école où il y avait. Je peux t'envoyer. J'ai retrouvé récemment la photo de ce que vous appelez la terminale ici. Je peux te l'envoyer si tu veux. C'est une école totalement blanche. Il n'y avait personne. Il n'y avait aucun étranger. Enfin, il y avait des étrangers, mais il n'y avait pas de gens, tu vois. Et évidemment, c'était comme ça assez fréquemment. C'était entièrement catholique, c'était entièrement blanc, c'était entièrement conservateur, ultra conservateur. On admirait, il faut bien dire, on admirait le régime de Salazar, le régime des colonels anglais. Ça, c'est ce qu'on nous a enseigné à admirer. Donc, il faut quand même se rendre compte de ça. Et moi, je suis sorti en 69, hein, je ne date pas du Moyen-Âge. Donc, si tu veux, et après 68. Et donc, c'était quand même le climat de l'école. Je veux bien que cette école était un peu extrême, mais beaucoup d'écoles catholiques étaient comme ça en Belgique. Ultra réactionnaires, donc des trucs. Tu ne supporterais pas ça 5 minutes si tu vivais dedans. Alors évidemment, tu peux après dire « Oh, qu'est-ce que c'est que ces méchants qui sont révoltés, c'était des pro-américains. » On n'était pas pro-américains du tout. Oui, beaucoup de gens de ma génération n'étaient pas... En France, il y a une séparation depuis 1905, si je me trompe. Oui, ça c'est théorique, mais les mœurs théoriques. Mais n'empêche, il y avait des lois qui mettaient des contraintes sur les femmes qui voulaient, je ne sais pas faire quoi. La pilule. Pourquoi est-ce que Antoine chantait, mettait la pilule en vente dans les supermarchés parce qu'elle n'était pas en vente? Quand il y a eu le type qui a inventé la pilule est mort, j'ai entendu Marion Maréchal Le Pen dire « Ah, mais ça c'est une grande innovation, c'est très bien, là, il ne critique pas ça, au moins il ne critique pas la pilule, l'avortement, je ne sais pas, mais la critique... » Bon, mais il y a une époque où c'était interdit, et les gens qui l'interdisaient, c'était les ancêtres politiques du Front National. C'est pas le Front National, il n'existait pas, mais c'était les gaullistes conservateurs, les cathoréaques, etc. Ben, c'était interdit, pourquoi? Le Front National, il n'était pas sur la même ligne quand même. Non, mais je veux dire, au point de vue des mœurs, c'était les ancêtres, si tu veux, de ce qu'il y a aujourd'hui à droite. La droite, évidemment, était contre. C'est pas la gauche, c'est pas le Parti communiste ni le Parti socialiste qui voulaient interdire ce genre de choses. Il faut quand même voir ça dans une perspective historique et se rendre compte... Oui, la gauche, elle a toujours été pour de toute façon, les grandes innovations sociales, mais aussi ce qu'on se rend compte, c'est que ces innovations sociales, c'est pas forcément ce qu'il y a de meilleur, puisque c'est... Mais tu es contre la pilule? Non, il faut savoir de quoi on parle, parce que si on parle de 68, on parle de cette période-là. La pilule, moi je suis désolé, aujourd'hui, il faut quand même analyser les conséquences de la pilule. On est mis en garde par un certain nombre de médecins, on en a reçu ici, qui nous disent qu'il y a énormément de danger avec la pilule et qu'on n'a pas... tout n'est pas rose apparemment. Mais ça, il faudrait alors discuter ouvertement, débat scientifique avec d'autres médecins qui pensent c'est comme, est-ce que c'est une réussite, l'avortement en soi? Moi je veux bien comprendre sur le point de vue philosophique du droit de la femme à l'avortement. C'est tout ce qu'on n'a jamais dit, on n'a jamais dit que les gens devaient avorter. Hein. Voilà, mais l'avortement en soi, on tue une vie, est-ce que mais on tuait des filles avant, on le faisait avec des faiseuses d'anges. Ouais, mais est-ce qu'on peut... Mon père était avocat, il défendait des faiseuses d'anges. Ouais, est-ce que l'avortement est à mettre sur le plan, des moyens de contraception comme ça a été présenté, c'est-à-dire un droit absolu d'un moyen de contraception? Quand ça a été... Oui, bien sûr, ça se discute, mais je reviens. Mais on n'a plus le droit aujourd'hui de discuter de ça, parce que c'est un acquis que personne... Non, c'est pas tout à fait vrai, il y a des manifs. Chez nous, il y a des manifs anti-avortement, elles sont minoritaires, mais elles existent, on peut pas dire. C'est pas du tout comparable aux autres sujets dont on parle, parce que ça... Oui, évidemment, parce que il y a des gens qui trouvent ça ridicule. Il y a des sujets qui sont plus graves dedans. Non, mais il y a des trucs qu'on trouve ridicules. Mais ça s'inscrit dans une logique quand même, c'est une logique, un peu tout ça, de désacraliser la vie. Aujourd'hui, on en arrive à l'euthanasie, mais est-ce que c'est pas... La première marche n'était pas finalement... Moi, je vais être euthanasié si je suis dans un état catastrophique. Moi, je veux l'euthanasie pour moi. Si Jacques Attali, c'est une fois... Si les autres ne la veulent pas, ça c'est leur affaire, mais moi je la veux si je suis dans un état catastrophique. Oui, dans un état catastrophique. Oui, mais c'est ça Jacques Attali... non, Jacques Attali, lui, nous explique, il dit l'euthanasie, c'est pour tout le monde une fois qu'on est à la retraite parce qu'on ne sert plus à rien. Il a dit ça réellement?
Ah ben j'invente rien, alors là, envoyez-moi le lien sur le Ok. Mais Attali, je l'ai déjà entendu, il est venu parler en Belgique, moi je trouve qu'il est plus comique que Dieudonné. Hein. Prendre Attali au sérieux, ça c'est juste un truc pour s'exciter, croire qu'il y a un complot juif, il dit aussi que Jérusalem doit être la capitale mondiale. Du gouvernement mondial. Mais oui, mais tu vois... Mais ça s'invente pas, c'est pas nous qui le disons, c'est lui. Attali, je crois que dans le fond, moi je l'ai entendu parler justement de l'Europe. Je pense que c'est un type, et je peux comprendre pourquoi les gens étaient européistes et ce qu'on appelle mondialistes, etc. Je pense qu'il se rend compte que ça a échoué, il est très amer. Et comme il est très amer, il fait de la provocation. Mais moi, je ne prends pas Attali au sérieux aujourd'hui. Je ne dis pas qu'il n'a pas été dans le temps, mais je pense qu'il ne faut pas le prendre comme un type sérieux. Il aime bien faire le grand penseur. Il a aussi dit qu'il allait y avoir une troisième guerre mondiale. C'est pour ça qu'il va en avoir une. Je veux dire, il dit, c'est le type qui aime bien jouer le rôle du type qui est un grand penseur, qui est considéré, et puis il dit des trucs excessifs, et puis on le réinvite pour dire d'autres trucs excessifs. Mais moi, je ne prends pas Attali au sérieux, je ne le prends pas comme un type qui est en train de manipuler tout. Il représente rien. Non, pour moi, c'est un temps. Mais encore une fois, tu vois, tu dois vivre. Le malheur de la jeunesse actuelle, c'est qu'elle ne peut pas voyager dans le temps. Elle a des libertés dont on n'aurait pas pu rêver. D'accord et alors, évidemment, elle dit... des libertés, mais au sens technologique ou au sens social? Parce que... Non, au sens vie privée, on va dire. Ah bon? Mais moi, j'ai l'impression que justement, on en a moins. Aujourd'hui, on sait toute la vie privée, Internet à tout, le téléphone, ça, on s'en fout. Ils peuvent savoir tout ce qu'ils veulent. Bah oui, mais avant, c'était pas possible. Avant, il y avait ça c'est vrai, mais je parle des contraintes sociales qu'il y avait, tu vois, qu'il y avait sur la vie privée des gens, par exemple. Mais il y en a aussi aujourd'hui. Moi j'ai l'impression, regarde aujourd'hui, les mômes, ils arrivent à l'école, on leur apprend la théorie du genre. C'est quand même assez violent, non? Comparé à ce qu'on nous apprenait à l'école, c'est rien du tout. Hein. C'est rien du tout. Hein. Parce que les cours de religion que j'avais, c'était autrement plus grave que la théorie du genre. Il n'y a pas de comparaison. La théorie du genre, c'est une connerie. Je veux dire, c'est une connerie. Mais les gens s'excitent là-dessus, mais c'est un truc qui rentre par une oreille, qui sort par l'autre. Ça n'a aucune espèce d'impact. Tu ne crois pas que ça peut avoir un impact Non, je pense que ça... des cours aux enfants pour leur apprendre à se masturber. J'avais comparé au fait d'aller à la messe tous les jours en petit déjeuner, d'avoir des retraites, C'est plus sain, non? C'est sain d'aller à la messe? Ah bah je pense que c'est plus sain d'apprendre que les jeunes aillent à la messe au catéchèse qu'ils apprennent à se masturber. Enfin, de mon sens, à mon point de vue. Mais vas-y tous les jours, on verra ce que ça donne. Je veux dire, moi, c'est trop tard. Oui, bien sûr. Mais tu vois, tu ne te rends pas compte de ce que c'est. Tu te rends pas compte du degré d'oppression que toutes les notions de péché, de vie éternelle, de ciel et d'enfer qui sont agitées sans arrêt sur des enfants. L'Église, à l'époque, se gênait absolument. Non, ils racontent n'importe quoi, Jésus est gentil, l'amour, etc. Mais le ciel et l'enfer, c'est un truc avec lequel on terrorisait les enfants de 10 ans quand j'étais jeune. Alors ça, c'est un truc qui se faisait dans la plupart des pays européens. La France était différente. Ah oui. Mais tu prends 1950, des démocrates chrétiens sont au pouvoir en Italie, en Belgique, en Hollande, en Autriche, en Allemagne. Dans les États-Unis, il faut le préciser. Oui, et en Espagne et au Portugal, parce que là, c'est une dictature. Et donc, tu as un monde dominé idéologiquement par l'Église d'une façon qui est mille fois... Moi, c'est pour ça que le sionisme, je trouve, c'est de la petite bière, quoi. Je m'en fous. Par rapport à ce qu'était l'Église catholique à l'époque. Et donc, comme on a fini par résister à l'Église catholique, je pense qu'on peut résister au sionisme. C'est comme ça que je raisonne. Mais moi, je vois le sionisme, comme une forme de cléricalisme. Je vois ça comme une forme de cléricalisme. Ah non, mais parce que ça s'appuie pas sur le sionisme, c'est pas quand même pas. Il s'appuie sur certains dogmes religieux, mais ça prend. Eux-mêmes le disent d'ailleurs, ils se prétendent athées. Je veux dire, moi, je prends le Bernard-Henri Lévy, il dit je suis un juif athée. Oui, il y a des gens qui disent juif athée. Lui aussi d'ailleurs, il dit je suis un juif athée. Je trouve ça énorme d'ailleurs. Oui, d'accord, mais BHL c'est pas ça. Hein. BHL c'est du mysticisme un peu par. T'as des trucs. Quand tu prends, il y a tout ça. C'est pas sérieux, c'est pas rationaliste. On va dire peut-être, je sais pas s'ils croient en Dieu personnel, ça c'est autre chose, mais ils n'ont absolument rien de rationaliste, ils n'ont rien de scientifique, etc. dans leur vision du monde. Donc ça c'est pas. Moi je les trouve. Ils sont très contre les Lumières, comme toute la jeunesse révoltée. Ils sont très très anti-Lumières. Quand tu dis BHL sur les Lumières, je le cite là. Lui les Lumières c'est la Gestapo qui est la résistance c'est l'ombre et les lumières c'est la Gestapo qui brandit la torche, etc. Ça c'est des phrases de BHL. Et donc je pense que de nouveau tu dois te mettre dans le cadre de ce qu'était, si tu veux comprendre, je suis d'accord que, encore une fois, nous on pensait en termes, ce que je veux dire par là c'est qu'on pensait en termes de révolution, alors qu'en fait ce qu'il y a eu réellement c'est une révolution idéologique contre les pesanteurs sociales, morales, religieuses, etc. de la société. Ça c'est ce qui s'est passé. En France, un peu différent, parce qu'en France, il y a eu aussi une révolte
en tout cas dans la gauche, on va dire, contre l'emprise et la force du Parti communiste, qui a eu aussi en Italie. Mais en Belgique, il n'y avait pas ça, par exemple. Mais il y avait un conservatisme dans le contrôle des familles sur les enfants, sur les mariages, etc. C'est ça ce qui a été la révolte de 68. En réalité, quand tu réfléchis à ce que c'est... Regarde, ce pouvoir-là que tu me dis, donc ce pouvoir clérical, finalement, est-ce qu'on ne l'a pas substitué maintenant à une espèce de pouvoir civil et pouvoir presque économique, financier qui agit de la même mais ça, c'est autre chose. Me dire qu'on l'a substitué, c'est trop facile parce que si tu veux, tu as eu une évolution du capitalisme. On a viré la religion, pour moi, on l'a viré de tout ce où est-ce qu'elle apparaissait, c'est-à-dire de l'école. En l'occurrence, en Belgique, c'était un dernier bastion, certainement. En France, le bastion, on l'avait retiré en 1905 déjà. Mais non, ça c'est pareil. Et encore maintenant, il y a beaucoup d'écoles très religieuses en France. Mais c'est des écoles privées. Oui, bien sûr, mais elles existent. Oui, elles existent, mais c'est des écoles privées. Oui, mais chez nous aussi, en principe, c'était privé, mais c'était subventionné par l'État et c'était plus de la moitié de l'enseignement. Donc, et c'est encore maintenant plus de la moitié de l'enseignement, mais ils ont changé, ils ont dû changer, ils ont dû s'adapter. Mais, tu vois, je pense que c'est un peu, je pense que c'est trop facile, je pense que c'est toujours trop facile de voir les révolutions et puis dire, ouais, on regarde la Révolution française, on dit regardez Napoléon III, etc. Ça, c'est trop facile de regarder ce qui s'est passé longtemps après, première chose, et de condamner rétrospectivement. Deuxième chose, si on veut vraiment comprendre, alors on doit essayer de se poser la question de ce qui était dans la tête des gens à l'époque et de comprendre ce pourquoi ils se battaient. Maintenant, mais le truc que je voulais dire avec la révolution qui est en marche ici, c'était ça, c'est que tu pouvais très bien à l'époque avoir l'illusion d'un changement radical qui était en préparation, et il n'y a pas eu de changement radical au sens où on entendait, c'est-à-dire un sens par exemple socio-économique, prise de pouvoir par les travailleurs, je ne sais pas ce que pensaient les maoïstes, les trotskistes, etc. Ceux qui pensaient évidemment. Et je pense que c'est la même chose maintenant, je veux dire, on n'est pas à la veille d'une révolution en France. Et ça, il ne faut pas se faire d'illusions. Il faut pas se faire d'illusions. Comment tu peux l'appeler alors ce système, ces changements qui sont en train, parce que le pays il est en ébullition. Ça, on peut pas le nier. Il se passe quand même tout un tas de choses. On va voir. Hein, écoute, tu vas avoir, si les sondages sont corrects, tu vas avoir 24%. Ou 23%. Mais ça n'indique plus rien, ça. Même les élections, c'est même plus un vrai thermomètre. Il y a combien d'abstentions? Aujourd'hui, on est dans des élections. Attends, les dernières européennes, je crois qu'il y avait, on frôlait les 70% d'abstention. Les européennes, il y a beaucoup d'abstention, mais au municipal, il n'y a pas tellement d'abstention. Oh, pas mal. C'est beaucoup plus que toutes les années. Hein. Oui, ça c'est vrai, il y a de l'abstention. Mais tu dois aussi te rendre compte que tu ne peux pas. Une révolution suppose un programme. Or, dans les mécontents, il y a beaucoup de mécontents en France, ça c'est en Belgique aussi. Mais les mécontents ne sont pas du tout d'accord entre eux sur ce qu'il faudrait faire. Il y en a qui sont pour un État plus libéral, et il y en a qui sont plus. Il y a aussi des mécontents du côté de la droite libérale. Donc il y a des gens qui sont mécontents parce que c'est la faute aux juifs, d'autres c'est la faute aux francs-maçons, d'autres c'est la libéralisation des mœurs, d'autres c'est l'immigration. Je veux dire, et d'autres vont dire qu'il n'y a pas assez de libéralisation. Il y a aussi des gens qui sont mécontents parce qu'il y a trop de nationalisme, Donc, c'est pas facile de faire un parti des mécontents. Comme il n'y a pas de débat, ça c'est vrai, mais il n'y a pas de débat non plus pour avoir un programme minimal dans la dissidence ou dans l'opposition. C'est pas vrai qu'on est avec une révolution parce que il y a aussi d'opposition, il y a l'opposition de gauche. Il ne pourra pas y avoir de solution. La solution, elle est un peu partout. Elle est pas globale, on ne va pas dire c'est... non, mais alors t'as pas de révolution. Tu vois, la révolution, c'est... Quand t'as du temps. Quand t'as la révolution... Oui, ça c'est autre chose. Mais c'est pour ça que je dis c'est pas demain. Et alors après, on ne sait pas comment ça va évoluer non plus. Parce que, évidemment, tu as aussi la question réforme ou révolution. Moi, je trouve que le Front National joue le rôle... Bon, je dis pas qu'ils sont similaires, mais je dis, comme ça, structurellement, on va dire, ils jouent le rôle du Parti communiste à l'époque, en 68, et des mouvements dont on parle joue le rôle des gauchistes. Tu vois, les gauchistes dénonçaient le Parti communiste, trouvaient qu'il était trop mou, qu'il était compromis, qu'il était réformiste, etc. Ils ne sont pas trompés. Oui, mais maintenant, tu as toutes sortes de gens qui disent un peu la même chose du Front National. Mais en attendant, évidemment, eux représentent une force structurelle. On ne les a jamais vus au pouvoir, c'est ça la différence. Non, mais ils ont eu très peu d'expérience. Quand le PC est arrivé au pouvoir, enfin il n'était pas arrivé au pouvoir tout seul, mais quand il est arrivé avec le programme commun, ça a été le début de la fin du PC, mais c'était lié évidemment aux événements internationaux, la crise de l'URSS, etc. C'était pas juste eux, mais disons, tu as eu... Non, mais je pense qu'il faut réfléchir, tu vois. Moi, je vais te dire ce que je pense de la situation en France ou même en Belgique. C'est que moi, j'ai été très impressionné l'été passé, quand il y a eu l'histoire de la Syrie et des gaz, etc., de la révolte en Angleterre contre une nouvelle guerre et aux États-Unis, où il y a eu
un mouvement populaire, je veux bien, lié à peut-être une fraction de la population, mais d'après ce que j'ai lu, dans les mails, les coups de téléphone que recevaient les congressistes américains, il y avait 500 contre 1 de messages contre la guerre. Ils ne voulaient plus une nouvelle guerre, les Américains. Le peuple, c'est pas tout le peuple, mais disons les gens concernés par la politique étrangère, ceux qui étaient assez concernés pour envoyer un mail ou un SMS à leurs députés, étaient à 500 contre 1 contre la guerre. En Angleterre, c'était la même chose. C'était une surprise de vote du Parlement, et c'est un vote qui est venu de la pression de l'électorat, ou d'une partie de l'électorat. En France, il n'y a rien eu. La France aurait pu aller... C'est une question militaire, mais ils auraient pu faire la guerre, il n'y avait pas d'opposition. Oui. Tu vois. Et ça, tu vois, maintenant, par exemple, il y a aussi un mouvement en Allemagne, manifestement, il y a des Allemands qui ont écrit à Poutine, des intellectuels allemands, il n'y en a que 300, mais bon, il n'y a pas 300 intellectuels comme ça en France, qui ont écrit à Poutine pour dire qu'ils étaient mécontents de la diabolisation de la Russie, etc., etc. Et je pense qu'on n'arrive pas à s'unir, même sur une base minimale, qui serait la recherche de la paix, une autre diplomatie, etc. On n'arrive pas, parce que justement, tout le monde poursuit des agendas différents. La gauche évidemment, ne voudra pas parler à la droite, l'extrême gauche et l'extrême... Enfin, ce qu'ils appellent l'extrême gauche et l'extrême droite. À Bruxelles, là, c'était un début de réunion, justement, peut-être de gens... Parce qu'attends, parmi l'affiche, il faut dire que tout le monde n'était pas d'accord. Hein. Je veux dire, Kim Seba, il n'est pas sur la ligne de Boulet Belge tout à fait, il n'est pas non plus sur la ligne Soral. Si j'écoute Johan Nivernet, il n'est pas non plus tout à fait sur la ligne Soral, qui n'est pas tout à fait celle de Jacob Cohen, qui n'est pas tout à fait celle de Corinne Gouget. Il y a plein de différences. Il y a une grande partie de l'opinion qui n'est pas non plus sur la ligne de tout ce qui se faisait ce jour-là, quoi. Évidemment, oui, mais ils ne connaissent pas, il faut dire la réalité. Très peu de gens, moi j'ai vu même les journalistes, ils savaient... Ah, les journalistes, oui. Mais c'est eux qui sont censés informer ces gens-là. Ces gens-là n'en parlent pas, les gens ne peuvent pas les connaître. Il y a des gens comme moi qui s'informent, et il n'y a pas que moi, il y a des gens comme moi qui s'informent par le web, qui s'informent autrement, et qui n'aiment pas beaucoup... Corinne Gouget ce genre de réunion. Oui, mais pourquoi ? Parce que des gens, t'es pas d'accord avec les gens ou Je trouve qu'ils ont le droit de se réunir, ça c'est autre chose. Mais évidemment, oui, la ligne politique en général ne me plaît pas beaucoup. Oui. Ah ouais. Même sur, je sais pas, Corinne Gouget ou Jacob Cohen Je la connais pas bien, Corinne Gouget. Jacob Cohen, je le connais, mais ok, il dit son truc sur les Saïanim, je suis d'accord avec lui là-dessus, mais je ne sais pas. Mais de nouveau, le problème, c'est, tu vois, ce genre de mouvement se présente comme un mouvement de renversement de l'ordre établi. Ils en sont très loin, parce qu'ils ne sont pas très majoritaires, ils sont sûrement pas majoritaires en Belgique, mais le problème, c'est effectivement quel est le programme, quel est le projet de société. Ça ne m'est pas clair du tout. Pas clair du tout. Et si tu veux, je pense que c'est pas un mouvement politique en même temps. Il n'y a pas de formation politique derrière. De Boulet Belge, c'est un mouvement politique, mais disons. De Boulet Belge, ils ont un programme. Eux, ils ont un programme. Oui, ça je ne connais pas bien. Mais il faut voir aussi ce que ça. Oui, mais il faut voir ce que ça veut dire, ce que tu peux faire concrètement, quelles sont les priorités, etc., etc. Mais franchement, je t'assure, notre société, il y a beaucoup de mécontents, mais les mécontents sont très divisés. C'est d'ailleurs le problème du Front National. Moi, j'ai toujours pensé que le Front National, s'il était au pouvoir, il aurait du mal à faire un gouvernement, parce qu'il y a des gens ultra-laïcs au Front National, des catho-intégristes au Front National, il y a des gens qui sont fanatiques, il y a des gens qui sont, on va dire, je ne sais pas si j'aime pas trop utiliser le mot antisémite, mais des gens qui sont très critiques des Juifs, il y en a qui sont extrêmement anti-musulmans, etc. Dans tous les partis. Oui, mais ces gens-là, quoi ? Ils ne sont pas qu'au Front National, ces gens-là. Non, mais... Oui, mais dans les autres partis, ils sont plus unis sur l'Europe, enfin ils sont unis sur un... Eux, ils ont un programme... Tu vois, le centre, l'UMPS, comme dit Marine Le Pen, et là, eux, ils ont un programme commun, si on peut dire, ils ont le programme de l'Europe, une espèce de socialisme, de libéralisme... dans ce cas, moi je te dirais, dans la dissidence aussi, sortir de l'Union Européenne, de l'OTAN, ça tout le monde est d'accord. Là, je peux te dire, sortir de l'Union Européenne, de l'OTAN, je ne sais pas s'il y a quelqu'un sur le chat, là, actuellement, qui a envie de rester dans l'OTAN ou dans l'Union Européenne, qui nous dise tout de suite pour le bannir. Ça, je suis d'accord, mais tu vois, le problème...